Bonjour à tous et bienvenue pour cette Malte Academy. Donc pour cette heure consacrée au personal branding, on accueille aujourd'hui donc Lucie qui se présentera dans une seconde, qui va pouvoir vous expliquer un petit peu son métier. Donc Lucie est freelance également sur Malte. Je vais vous partager dans une seconde son profil parce que je suis sûre que vous êtes curieux d'aller justement jeter un œil à son profil Malte. Donc ça va être à peu près une heure et demie max de formation. Vous allez pouvoir envoyer toutes vos questions sur l'onglet questions à Lucie. Vous pouvez également échanger via l'onglet chat. On va s'en servir tout de suite d'ailleurs pour s'assurer que vous voyez bien apparaître les premières slides de Lucie, que vous nous voyez toutes les deux et que le son est correct. Donc n'hésitez pas à nous confirmer que tout fonctionne correctement. Super, nickel. Merci Olivia. Juste un petit mot aussi sur les Malte Academy. Je vais vous envoyer dans une seconde le lien vers le site des Malte Academy. Si vous souhaitez consulter toute la liste des Malte Academy qu'on a déjà proposée parce que vous avez accès au replay, si également vous voulez consulter les prochaines Malte Academy qui seront organisées dans les prochaines semaines, et enfin, si comme Lucie, vous voulez proposer d'animer à votre tour une Malte Academy sur un sujet qui vous intéresse, un sujet métier ou un sujet transverse qui peut toucher comme aujourd'hui tous les freelances, n'hésitez pas, je vous envoie ça tout de suite. Lucie, je te laisse la parole. Okay. Et comme je te disais, je coupe juste le son et ma caméra, mais je reste là. Et merci à toi encore et à tout à l'heure. Merci Fanny, bonjour à tous. Je suis hyper heureuse de faire cette Malte Academy, de vous présenter un sujet que j'adore, que je traite depuis un moment maintenant. Et je suis hyper heureuse de voir aussi quelques personnes que je connais, à qui je fais un grand bonjour et plein de bises. Je vais me mettre juste en plein écran, donc je ne pourrais pas voir forcément tous les messages. Du coup, j'aurais besoin de ton aide, Fanny. Certaines personnes n'ont pas le son. Evelyne dit qu'elle n'a pas le son. Bon. Alors, je pense que ça doit être un problème pour Evelyne parce que sinon, on aurait d'autres messages concernant le son. A priori, tout fonctionne. Ouais, ok. Tu peux y aller. Allez, on y va. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous êtes des indépendants, des freelances, quel que soit votre statut, vous êtes tous des entrepreneurs. Et derrière ça, il y a toujours un enjeu et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de propulser votre activité grâce au personal branding. Alors, je me présente. Moi, je m'appelle donc Lucie Lebas. Je suis experte en branding et coach en marque personnelle. Moi, le branding, je fais ça depuis 2005. Je suis directrice artistique spécialisée en branding. J'ai fait ça depuis l'école jusqu'à aujourd'hui. Et en 2020, je me suis positionnée sur le coaching en marque personnelle pour les entrepreneurs suite à un vrai constat, un vrai besoin et une vraie envie en fait de passer de l'entreprise, de l'identité d'entreprise à l'identité d'entrepreneur dont on va parler aujourd'hui. Moi, ça fait donc depuis 2013 que je suis à mon compte. Ça fait plusieurs années que je travaille aussi avec Malte. Et le statut de freelance, moi, je le connais bien. Et je connais aussi les écueils qu'on peut rencontrer quand on se lance et les difficultés, mais aussi toutes les vertus que ça accompagne. Alors, on y va. Déjà, on va voir c'est quoi le personal branding parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ça et c'est pas forcément toujours très clair. On va regarder aussi ce que c'est que la différence entre un branding et un produit parce que de là part beaucoup de confusion et beaucoup d'erreurs de positionnement qu'on peut avoir lorsqu'on est indépendant. Ensuite, un constat sur le statut de freelance et pourquoi c'est si difficile d'être remarqué et d'avoir des projets, des missions en continu. Et ensuite, comment réussir son personal branding. Et je vous présenterai aussi moi ce que je fais pour les personnes que j'accompagne en termes de solutions. Alors, le personal branding, qu'est-ce que c'est? Alors, si on va sur Google, on va trouver cette définition. Ça va être faire la promotion de son entreprise à travers son identité et image personnelle. Ok, bon, alors c'est quoi l'image personnelle? Les gens vont dire, c'est du marketing. Ok, super. À quoi ça sert? En fait, ça va surtout servir à inspirer. L'image personnelle, c'est ce qu'on va dire de vous lorsque vous aurez le dos tourné et c'est ce qu'on va surtout retenir. Donc, en fait, c'est un peu du non-stop et vous allez me dire, en fait, c'est quoi exactement? En fait, c'est vous. C'est tout simplement vous, mais avec une structure, un discours, un plan d'action. Et tout ça va constituer votre personal branding. Et en fait,
on en a tous un personal branding, mais après, soit on l'exploite, et soit on ne l'exploite pas. Soit on se positionne en tant que marque, soit on se positionne en tant que produit. Et c'est ce que je vais voir avec vous un petit peu plus loin. Mais en tout cas, la force du personal branding, c'est d'inspirer, c'est de faire passer son message, c'est en fait derrière pour se démarquer, se distinguer au-delà de sa fonction, c'est-à-dire au-delà de son métier. J'imagine qu'ici, il doit y avoir, si on est avec beaucoup d'inscrits de Malte, des directeurs artistiques, des concepteurs-rédacteurs, des consultants en tout genre, mais aussi peut-être même d'autres types d'indépendants, type des avocats ou des psychologues. Et ben, c'est savoir se distinguer au-delà de votre fonction, au-delà de votre métier. Par exemple, là, je vous prends Rihanna. Donc, Rihanna, sa marque personnelle, sa fonction, ça va être chanteuse de R&B, ok? Mais derrière, elle a créé une marque entreprise et plein d'autres produits autour de Rihanna, mais qui va prendre le nom de Fenty ou d'autres produits de l'empire Rihanna. Quel que soit, en fait, que ce soit fonction ou produit, la marque, c'est Rihanna. En fait, c'est vraiment ça qu'on va acheter. C'est parce qu'on adore sa personnalité, on adore sa voix, on adore cette prise de position. C'est une personne qui est engagée et c'est ça qu'on va adorer. Mais si on redescend un peu plus à une échelle, on va dire macro, donc sur Terre, ici en France, et qu'on prend mon exemple ou un autre exemple, là, par exemple, si on prend mon cas, ben, la marque personnelle, ça va être Lucie Lebaz. Donc, ma fonction, ça va être coach, DA en branding. Et mon produit, ça va être du coaching, des solutions branding, des solutions créatives pour les entreprises. Et ma marque entreprise, ça va être Lucie Lebaz Branding. Donc, on va distinguer aussi bien la personne qu'on va aller chercher, donc vraiment celui qui va vous accompagner et ce qui, derrière, est son service. Donc, il y a vraiment deux choses qu'il faut distinguer. C'est vraiment le personal branding, la marque entreprise, vous et votre produit. C'est vraiment deux choses qu'il faut distinguer. Et tout ça, en fait, ça va vous servir à avoir plus d'écho, plus de notoriété, plus d'impact, plus de visibilité, plus de crédibilité de manière générale, en fait, puisque en fait, vous allez construire tout un discours qui va être récurrent et vous allez engager les gens avec vous. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le branding n'est pas du marketing. Par contre, un bon marketing naît d'un bon branding. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, et ça je le vois aussi bien quand j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs, je fais partie de cercles d'entrepreneurs, et puis même au travers de mes clients, beaucoup de personnes vont faire, entre guillemets, l'erreur de s'appuyer sur des produits marketing qui vont penser être des bons leviers de prospection. Type, je vais faire un funnel. Type, je vais monter un groupe Facebook. Type, je vais créer un post aussi. Le post, le contenu, c'est une action de personal branding. Mais si ça se base simplement sur une action du marketing, mais sans vision, sans message clair, sans quelque chose qui parte de vous, donc de votre identité, ça ne pourra pas décoller. C'est-à-dire que vous serez encore sur des actions, donc des actions marketing, mais qui ne seront pas reliées à votre identité. Donc, en fait, vous allez replonger dans le même écueil. Je repars dans la masse. Donc, en fait, je n'arrive, même si j'ai fait tout, hein, j'ai le site internet, j'ai les cartes de visite, j'ai même, on va dire, un groupe Facebook, mais si ça ne porte pas un discours, une personnalité, une vision des choses qui vous appartient, et donc ça se construit en branding, tout ça ne pourra pas en fait donner naissance à de l'envie, à de l'engagement et donc à de la puissance en termes de levier de prospection et de se dire « Ah, ben, j'ai un projet de DA publicitaire, par exemple. J'ai vu cette personne plusieurs fois passer, mais j'adore son positionnement. Je vais aller voir son book. Et c'est après que je vais aller voir son book. Mais du coup, c'est quand même l'engagement par votre présence, votre vision, comment vous allez amener les choses qui va faire la différence, qui va vous positionner au-dessus de la masse. Donc, parce qu'on vous choisit pour ce qu'on ne peut pas vous emprunter. Donc, la singularité, c'est un mot que vous allez souvent m'entendre prononcer parce que c'est tellement essentiel. Et en fait, on pense souvent à la singularité comme quelque chose qui est défini sur son CV, alors qu'en fait, la singularité, c'est ce que certains vont appeler zone de génie ou super pouvoir. C'est quelque chose qui est en fait en vous et que seul vous arrivez à vraiment faire de manière hyper naturelle. C'est tellement
naturel que ce serait même péché de facturer, en fait, pour ça. Vous vous direz, mais Lucie, mais vraiment, tu as fumé, tu veux vraiment que je fasse payer mes clients pour un truc que pour moi, c'est tellement facile de faire. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça, votre singularité. Alors, quand je parlais de marque et de produit, alors là, le produit, ben voilà, c'est une boisson à base de cola qui est pétillante. On a du Jean, du Jean classique. Et à côté, on a du Coca-Cola. À côté, donc à gauche, on a une marque qui n'a pas de distinction, pas de positionnement, pas d'histoire, pas de valeur, versus une marque reconnue, assumée et singulière. Et pourtant, ça reste toujours, du cola en fait. On va quand même, si on n'achète qu'un produit ou qu'une prestation, si on veut faire le parallèle avec un prestataire, un logo c'est un logo, du cola c'est du cola, des pâtes c'est des pâtes. Ok, donc ça c'est un produit. Mais si on va au-delà de ça, ben non, un logo, c'est un logo, oui, mais en fait, c'est tellement important d'acheter chez quelqu'un avec qui on partage ses valeurs, les valeurs, avec qui dont on aime le parcours, les passions, parce que ce mec-là, je sais qu'il aime prendre des risques, donc il va aller parfois, il va sortir de sa zone de confort, et je sais qu'il va m'amener des solutions hyper intéressantes qui vont me surprendre, il est hyper engageant, donc c'est hyper puissant, et tout ça, il me l'a montré au travers de son contenu, et évidemment, son portfolio va parler, mais en tout cas, j'aime sa personnalité et elle me rassure. Elle me rassure sur ce que j'ai envie d'acheter, en fait. Et même si un logo, c'est un logo, ou du cola, c'est du cola, ben, en fait, ça ne va pas passer pareil. Il y a des questions, j'entends des bip bip. Je suis navrée, je ne vois pas qui et quelles questions sont posées en temps et en heure. Fanny, tu vois des questions auxquelles je pourrais répondre ou pas, ou Oui, non, mais ne t'inquiète pas, hein, c'est juste une question sur le replay. Donc, bien sûr, d'accord. non, Okay, je pense que tu risques d'être beaucoup perturbée par tous les bip-bip. Donc, alors, tu peux continuer. Sinon, je vais t'interrompre à toutes les phrases. Donc, je pense qu'il vaut mieux vraiment à la fin de se pencher sur les questions. Mais sinon, on aura terminé à 17h, je pense, si je t'interromps à chaque fois. Pas de problème, on continue. Donc, la marque versus produit, c'est ce que je vous ai dit. En fait, on va partir déjà de votre pourquoi versus votre comment. Donc, quelle est votre motivation? Quel est le sens que vous donnez en fait à votre mission en tant que métier, votre mission métier, donc votre rôle de freelance? Pourquoi vous vous levez le matin à 7h lorsqu'il pleut? Et après, c'est par quel moyen vous allez exprimer ce sens, le sens que vous donnez à votre mission. Ensuite, vous allez devenir votre propre ambassadeur, l'ambassadeur de votre service, ce que le client achète au final, donc votre produit, que ce soit une prestation immobilière, que ce soit, et encore une fois, un logo, une campagne ou un service chez un psychologue. Ça va être votre service. Vous allez en être l'ambassadeur. Et donc, la marque, donc c'est vous, elle doit être évidemment différente puisque vous êtes unique, donc elle l'est en soi. Et le produit, il peut être similaire. Vous vendez du logo comme des milliers de gens, vous vendez des prestations et du consulting comme des milliers de gens, mais avec vous, l'expérience, elle est unique. Donc, quand on a Martin Trofort versus un énième DA freelance, on va prendre Martin Trofort parce qu'on adore travailler avec lui, on adore la communication, c'est super fluide, les valeurs, on est alignés et on sait qu'à chaque fois, ce n'est pas une galère d'aller bosser avec Martin Trofort et j'adore de toute manière tout ce qu'il partage, tout ce qu'il fait, ça devient un vrai partenaire et vos clients deviennent aussi vos propres ambassadeurs. Alors, le constat sur le freelance, sur le statut de freelance. Donc, on ne va pas se mentir. Ça peut être magique pour toutes les raisons qu'on connaît, donc la liberté d'organisation, la variété des projets, la variété des personnes avec qui on va travailler, on peut choisir son lieu de travail, on n'est pas obligé d'être dans un lieu fixe, on peut parfois aussi très très bien gagner sa vie en freelance, donc le freelance, en vérité, ça peut être vraiment quelque chose de très alternatif, sans être un gérant de société d'une multinationale ou revenir complètement au salariat. C'est un statut qui est hyper apprécié, mais qui aussi a ses écueils parce que parfois, on peut se dire que personne ne nous voit. Et ça, c'est souvent quand on se lance. On ne connaît pas sa valeur, personne ne me donne du travail, on a l'impression d'être dans le manque, on relance
la énième fois les personnes qui ont été juste un peu sympas avec nous parce que elles ont été cool dans le passé, mais bon, on en a marre de les rappeler, de les relancer par email, par SMS. Ça fait trop needy, aucune prévisibilité de revenus, aucune visibilité non plus dans son agenda. Tes potes te disent est-ce que tu peux booker un week-end ou une semaine de vacances dans 3 semaines? Tu es toujours un peu entre le marteau et l'enclume en te disant est-ce que je peux déjà financièrement, mais est-ce que je ne vais pas surtout passer à côté d'autres missions? Donc, ça peut générer vraiment un vrai stress qui peut vous emmener en fait parfois à penser à en fait, c'est pas pour moi et c'est le CDI qu'il me faut. Or, ce n'est pas forcément les bonnes réflexions parce que le CDI aussi a ses plus et ses moins. Et c'est plus une question de est-ce que j'apprécie les inconvénients du freelance plutôt que les inconvénients du salariat. C'est plutôt ça. Et évidemment, les avantages. Alors, aujourd'hui, on compte 930 000 freelances. Je sais que déjà, chez Malte, il y en a presque 300 000, il me semble. Il y a 4 millions d'indépendants, tous confondus, en 2021. Donc, aujourd'hui, beaucoup même d'entreprises, j'en connais plusieurs, qui ont basé leur business model sur on ne prend que des indépendants, pas de contrat définitif ou à courte durée. Et donc, c'est un statut, en fait, qui a le vent en poupe. Mais ça veut dire aussi de plus en plus de compétition, de plus en plus de propositions des mêmes services. Donc, il y a une vraie question qui se pose parce que ça fait du monde. Et comment on se distingue dans la masse? Parce que comment on va choisir un freelance? Ça va être ses compétences, ses références, son prix jour, ses commodités, est-ce qu'il travaille le week-end, est-ce qu'il peut se déplacer? Mais tout ça, ça va être, encore une fois, ça va être des commodités. Mais tout ça ne suffit plus, en fait. Tout ça ne suffit plus. Il ne s'agit plus, en fait, de savoir uniquement faire son métier. Alors, vous allez me dire, bon, Lucie, ok, très bien, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous en parler. Donc, c'est toute l'importance du personal branding, c'est qu'en fait, ça vous fait dépasser les commodités. Parce qu'on n'achète pas un produit, on achète une marque. Encore une fois, c'est ce que j'ai vraiment expliqué dès le départ, c'est qu'un logo, c'est un logo, du cola, c'est du cola, des pâtes, c'est des pâtes, mais tout va dépendre en fait avec qui vous allez travailler. Et ça mérite d'être fait savoir. Donc, les questions à chaque fois qu'il faut se poser, c'est pourquoi on vous choisirait. Donc, les questions qui vont souvent revenir, c'est j'ai travaillé 10 ans en agence, j'ai travaillé 5 ans en tant que dans le cabinet de machin. Ok, d'accord. Donc, ça, ce sont encore des spécificités de votre produit. Mais en termes de personnalité, qu'est-ce qui vous définit à part? Qu'est-ce qui vous rend si singulier? Et pourquoi finalement on choisirait votre produit alors que le produit que vous proposez, qui est un produit de qualité, Jean-Jacques, Martine et Camille, ils vont aussi proposer un produit de qualité. Des designers talentueux, il y en a des milliers, avec qui ont eu des prix et qui ont bossé en agence, il y en a eu encore des milliers. Donc, qu'est-ce qui vous différencie? Alors, pourquoi on lutte à se développer? Alors ça, je vais vous parler de l'inconnu preneur parce que j'en parle hyper souvent, déjà dans ma propre com, mais aussi j'en parle beaucoup à mes clients. En fait, c'est un vrai syndrome. C'est je propose mes services en fait, avec les mêmes réflexes du salariat. C'est-à-dire, je propose mes services en envoyant presque mon CV, mais sans jamais ressortir. Ou alors, on va se créer un site, un CV, mais on ne va jamais faire aucune action qui va faire que vous allez prendre la parole et qui va vous faire passer à un autre statut qu'inconnu-preneur. Parce qu'inconnu-preneur, l'inconnu-preneur, il va faire certaines actions qui vont être, en fait, encore une fois, des commodités que tout le monde met en place lorsqu'on se lance, ce qui me paraît des évidences aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un site internet, c'est le minimum syndical, avoir une carte de visite, même si aujourd'hui, ça reste encore d'actualité, mais c'est moins utilisé, mais en tout cas, ça reste quand même une norme. Donc, cette norme-là, l'inconnu-preneur, il va être OK, il va valider le fait de les faire. Donc, en fait, au final, il est au même niveau que les autres. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est qu'au moins, quand il va sortir de son statut d'inconnu-preneur, donc d'entrepreneur que personne ne connaît ou qui est dans l'ombre, même s'il est brillant, en fait, ça va être surtout
l'audace qu'il va avoir à parler de lui sur les réseaux, et ça, je vais en parler évidemment parce que ça va de pair avec le personal branding, c'est exprimer à l'extérieur qui vous êtes et porter vos convictions. L'inconnupreneur, il a peur de porter des convictions. Il a peur du jugement, il se juge, il a peur du regard, il a peur qu'on imagine qu'il est ridicule, qu'il va faire fuir les clients s'il prend trop souvent la parole, qu'on l'entend trop, qu'il prend trop souvent position, qui se distingue et on va le trouver bizarre et tout le monde va le fuir. Et là, mais là, il a un pied dans la tombe et retour au CDI ou Pôle emploi, quoi. Là, il a le scénar drama, mais drama queen, l'inconnupreneur, quand il pense ça. Parce qu'en fait, il est tellement en proie à plein d'angoisses et plein de pensées, on va dire, entre guillemets, négatives, qu'en fait, ça va bloquer tout son développement. Et tout son développement, vous allez me dire, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un personal branding pour se développer? Ça, c'est une vraie question. J'en parlerai, je pense qu'elle viendra. Mais en tout cas, tout le monde peut travailler. Mais après, c'est comment vous avez envie de travailler. Est-ce que vous avez envie de travailler avec un flux naturel de personnes qui viennent vers vous parce que vous devenez magnétique et intéressant et engageant? Ou est-ce que vous avez envie de travailler en envoyant tous les jours des CV, tous les jours votre site internet, relançant 10 000 fois votre ex-boss pour savoir s'il n'a pas de mission? Et ça, je vous le dis parce que je l'ai fait, en fait. Et j'en ai beaucoup souffert. Et ça n'a pas toujours été simple quand je me suis lancée en free parce que je ne voyais pas, en fait, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Donc voilà. Donc la marque, c'est ce qu'on dit de vous lorsque vous avez le dos tourné. C'est une phrase qui est souvent entendue, mais c'est tellement vrai parce que soit si on dit rien sur vous, c'est que vous êtes un inconnupreneur, donc on ne parle pas de vous, donc vous ne ressortez pas. Soit effectivement, on peut parler mal de vous, mais au moins on parle de vous. J'ai envie de vous dire que si vous arrivez quand même à susciter des mauvaises réactions, vous aurez aussi des gens qui auront envie de penser l'inverse sur vous. Et ça, c'est un super bon signe. Et c'est tout le travail de mindset qu'il faut, d'état d'esprit, de pensée qu'il faut avoir en tête. C'est que lorsqu'on tombe dans le syndrome de l'inconnupreneur, on fuit les trolls, on fuit les mauvaises réactions, on se dit qu'on va être illégitime, qu'on va être ridiculisé, qu'on va être moqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, mais génial, vous avez des trolls, mais applaudissez-les, mais welcome les trolls. Moi, au début, quand j'ai eu des trolls, mais j'étais sous ma table, vraiment. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est cool, il y a aussi des gens qui m'aiment, c'était génial. Et en fait, vous vous apercevez que les trolls vous rendent service. C'est parce que vous existez qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas, et c'est cool. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Le problème de l'inconnupreneur, c'est qu'il cherche à faire l'unanimité en ne faisant rien. Du coup, il ne ressort pas et ça bloque encore une fois son développement. Alors, alors, la première chose que vous allez faire, navré, je me suis prise comme exemple, j'aurais pu prendre Jean-Jacques Dupont, j'ai pris Lucie Lebaz, mais en tout cas, la première chose que vous allez prendre en compte quand vous allez choisir un prestataire, et je pense que vous le faites tous, c'est aller voir ce qu'on dit sur cette personne, sur Google, sur les réseaux sociaux, quels sont les avis, évidemment, mais surtout, comment cette personne elle se positionne, qu'est-ce qu'on dit sur elle. Moi, je sais que j'ai un réflexe, c'est que lorsque je rencontre quelqu'un qui n'est pas sur LinkedIn et qui me dit que il est en prospection, ça éveille de la curiosité chez moi. Je me suis dit, attends, il n'est pas sur LinkedIn, c'est un peu bizarre. Donc, je vais aller googler, je vais voir, je vais fouiller en fait. Et pareil, j'ai des gens, là dernièrement, j'ai pris une photographe pour travailler. J'ai évidemment été voir son site, mais j'ai été voir son Insta, j'ai été voir son LinkedIn, j'ai regardé un peu sur Google ce qu'on disait, ce qu'elle disait. Et évidemment, moi, j'avais déjà eu un super bon contact avec elle. Donc, en fait, son personal branding, ça a été son contact, sa façon d'être avec moi. Mais mon mental a eu besoin d'avoir de la confirmation. Et la confirmation, elle passe par tout ce que vous allez montrer de vous sur les réseaux. Et donc, les réseaux, ça passe aussi par Google. Donc, parce que quand on est dans un métier d'expertise, évidemment, la marque, c'est vous. Et surtout, est-ce que vous êtes finalement un disciple ou un expert? Comment vous vous positionnez?
et en quoi vous apportez quelque chose de différent au marché. C'est vraiment les questions que les gens vont se poser. Enfin, évidemment, le contact que vous allez avoir, mais quand la personne va pas vous avoir en face et vous allez être vous-même un prospect froid ou avoir un prospect froid, et ben, la personne, elle va juste regarder, en fait, qu'est-ce que vous apportez, mais pas, encore une fois, en termes de commodité. Hein. Je ne vous parle pas des prix, je ne vous parle pas du tarif, pardon, je ne vous parle pas du CV. Elle va souvent regarder, moi, ce que je vais voir, c'est les posts, c'est l'actualité sur LinkedIn. Qu'est-ce que cette personne a posté, comment elle écrit, sur quoi elle se positionne, qu'est-ce qui l'intéresse, est-ce que je partage les mêmes valeurs qu'elle, est-ce que je suis alignée avec ce qu'elle a envie de partager, est-ce que c'est une personne qui a envie de donner, parce que pour moi c'est quelque chose qui est important, le don, le partage sur les réseaux, est-ce que c'est simplement, bon, elle fait de l'actu pour de l'actu. Pour moi, ça c'est des choses en tout cas qui vont être des choses auxquelles je vais être sensible, et c'est des choses auxquelles la plupart des gens le sont parce qu'en fait, ça s'appelle de l'émotion. Et ça, on est tous humains. Donc, la solution en personal branding, c'est voilà, savoir être repéré en tant que personne, comme une marque et non comme un produit. Ce qui va vous amener à être choisi pour votre identité et non pour vos actions. Donc, je rappelle que les actions, ça va être juste poster un post. S'il n'a pas de saveur, ben, c'est comme un plat qui n'a pas de sel ou qui n'a pas d'épices, ça ne passera pas. Si vous avez juste un site internet mais rien d'autre, ça ne va pas donner assez de relief à votre marque par rapport à marque qui poste des choses hyper intéressantes, qui apporte toujours de la valeur et qui donne vraiment de son temps et a vraiment envie d'aider la communauté et le fait avec ben voilà, son regard d'expert. Donc, tout ça, ça va être hyper intéressant et ça va aussi révéler sa singularité pour se distinguer de la masse du marché. Parce que des gens je reprends LinkedIn, hein, parce que c'est le réseau, je pense qu'on a tous en commun, puisque pas tout le monde est sur Insta, pas tout le monde est sur Facebook non plus. Mais en tout cas, LinkedIn, c'est vrai qu'en tant que professionnel, c'est le premier réseau. Et il y a beaucoup de personnes qui vont être actifs, mais actifs de manière neutre. Donc en fait, on fait des actions, mais qui vont être en vérité un peu stériles quelque part. Et quand on se lance en prospection, bah, on a son premier cercle de réseau, on a son deuxième cercle, on a son troisième cercle et on a le reste du monde. Donc, la portée du personal branding, elle va aller normalement jusqu'au troisième, voire reste du monde. Troisième cercle de réseau, voire reste du monde. Parce que le premier cercle, ça va être vos amis, vos contacts pro proches, votre famille. Donc, contacts pro proches, j'entends genre tous les ex-boss, les gens avec qui vous avez eu voilà, des interactions en direct. Donc, ça, c'est votre premier cercle de réseau. Deuxième cercle de réseau, ça va être vos réseaux stages, vos présences dans des événements, les recommandations de clients satisfaits, ou si vous faites partie de clubs type BNI, par exemple. Moi, c'est un groupe dans lequel, auquel je fais partie et qui est un super groupe d'entrepreneurs. Bon, je vous fais la pub, mais je vous le recommande. Ça me fait partie de mon deuxième cercle de réseau. Et après, vous avez votre troisième cercle, donc ça va être votre communauté réseaux sociaux. Donc, c'est des gens que vous connaissez sans vraiment les connaître. Vous connaissez comment ils pensent, mais vous ne les connaissez pas personnellement ou peu. Vous allez avoir un trafic sur votre site internet, vous allez avoir les conférences, comme par exemple là, un webinar. Si vous voulez animer une Malte Academy, c'est un acte qui va atteindre le troisième cercle de réseau. Et après, il y a le ricochet et il y a le reste du monde quand on commence à devenir vraiment un top influenceur et avoir vraiment plusieurs milliers de personnes qui vous suivent. Et donc là, vous avez dépassé vraiment le premier, deuxième, troisième cercle de réseau. Donc voilà, et ça va de manière très progressive. Donc, avec un personal branding qui est expressif, singulier, récurrent et engageant. Donc tout ça pour avoir des résultats, d'être repéré par sa cible et son client idéal, évidemment. Le client idéal, c'est hyper important aussi de connaître comment il pense. C'est son avatar émotionnel, qu'est-ce qui le fait réagir, qu'est-ce qui va le faire pleurer, lui donner de la joie. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir affiner votre discours, être visible, attirer les clients qui sont prêts à payer votre prix, donc ça, qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui vont vous reconnaître de la valeur et du coup seront prêts à s'aligner sur votre tarif. Donc ça, c'est très important quand on est freelance, puisque je sais que voilà, quand on se lance, on n'ose pas être cher. Et quand on a peu de trafic de clients, on va avoir tendance à baisser son prix.
Donc ça, c'est une grosse erreur. On y reviendra. Ça va vous permettre de vous ancrer dans l'esprit de votre audience, de devenir une évidence. Ah, j'ai un projet, j'ai ce mec-là, je n'arrête pas de le voir sur LinkedIn, j'adore ce qu'il poste, il est hyper sympa. Et ça c'est ce que vous allez influer en fait dans l'esprit des gens. En fait, c'est de la récurrence, donc de l'évidence et surtout de l'émotion. Donc, quand on parle de marque, on parle d'engagement émotionnel. Encore une fois, de rayonner auprès du deuxième et troisième, du premier et du deuxième cercle de réseau, qui sont en fait pour vous comme pour moi des cercles, on va dire, accessibles. Nous, on vise le troisième, voire le reste du monde. On est ambitieux, on a envie d'y aller, on peut le faire. C'est juste que, bah voilà, c'est pas comme ça que ça se fait, et il y a des règles et il y a des façons de faire. Voilà. Et avoir une vie entrepreneuriale, donc plus épanouissante que d'attendre, entre guillemets, le chaland, le téléphone, le mail, le texto, j'ai besoin de toi, j'ai un projet, le truc qui n'arrive pas et qui nous décourage, car plus d'opportunités en lien avec qui vous êtes. Et donc, voilà. Alors, comment réussir son personal branding ? Alors, c'est pas en baissant ses tarifs, hein, c'est ce que je vous ai dit. Lui aussi, il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est pas en baissant les tarifs. Donc, ça, en baissant vos tarifs, vous ne faites que baisser votre valeur et à vous décrédibiliser. Donc, après, ça ne veut pas dire d'être forcément sur la planète Mars, mais si vous devez être aligné avec vos tarifs. Vous ne devez pas vous dire, en commençant un projet, ah, j'aurais pu le facturer plus cher. Ah, franchement, pour ce que je lui ai fait, ça valait plus. Ne partez pas avec de l'amertume, parce que l'amertume va vous faire agir avec des mauvais réflexes. Et ça, vos clients, inconsciemment, ils le sentiront peut-être pas maintenant, mais ils le sentiront peut-être au deuxième projet ou au troisième projet. Si vous continuez comme ça, en fait, ça ne vous sert pas, en fait, ça vous dessert. Vous pensez que ça vous sert parce que vous pensez que ça va attirer comme des mouches sur un pot de miel, mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'il faut faire, parce que vous baissez non seulement votre valeur, mais vous déformez la perception que vous avez de vous-même et du projet et du client. Donc, ni en passant d'autres certifications, diplômes, accréditations. Vous avez déjà tout. Si vous avez déjà des clients, que vous avez déjà d'expérience et que vous avez surtout quelque chose à apporter, et je parle surtout pour tous les débutants dans l'entrepreneuriat, et j'ai eu pas mal de clients qui se sont lancés en tant qu'entrepreneurs et qui avaient un gros syndrome de l'imposteur et qui se sentaient, entre guillemets, tout le temps obligés d'aller chercher des validations. C'est évidemment bien les validations si vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses ou d'approfondir, mais ce n'est pas ça que vous pouvez mettre en avant. Et ça, je pense que ça va en choquer plus d'un. C'est comme le nombre d'expériences. C'est évidemment des choses que vous pourrez mettre en avant pour justifier des choses, justifier certaines choses que vous avancez, mais elles ne sont pas nécessaires à faire qu'on va vous choisir. Aujourd'hui, il y a plein de startups qui remplacent des anciens services, aussi bien dans la banque que dans la lessive. Et pourtant, ça fonctionne. La première fois que, on a eu une banque en ligne, il y a eu forcément deux camps de clients, ceux qui sont restés avec Marie-Chantal, la conseillère bancaire à la Caisse d'Épargne, et j'en ai fait partie aussi, et ceux qui ont ouvert après 3 comptes bancaires chez ING, Boursorama et Before Bank, et je fais partie de ceux-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que vous ne pourrez pas attirer tous les clients. Vous allez attirer les personnes qui sont alignées avec qui vous êtes. Donc, les personnes qui vont vous trouver pas assez d'expérience, pas assez de crédit, en fait, ce sont des personnes aussi, qui ont certainement le syndrome de l'imposteur, et donc, ils vont aller chercher les certifications chez les autres parce qu'eux-mêmes ont besoin de ça pour se sentir validés et honorés. Et c'est surtout que c'est pas ça qui va faire votre valeur. Votre valeur, elle va au-delà. C'est sur le message que vous allez proposer, c'est sur votre vision des choses. Et donc, c'est ni en distribuant que des cartes de visite. Je mets un bémol sur cette slide, c'est que des cartes de visite. Non. Ni en appliquant uniquement des techniques de marketing sans vision ni positionnement. Si vous avez un site internet, mais qu'il est juste, vous avez pris un template tout fait, vous avez posé votre logo, ça ne suffit pas. Si vous avez, par exemple, comment dire, un funnel, les funnels sont terriblement moches, et que en plus ils se ressemblent tous, donc ça fait fuir en fait. Et
Par contre, ce qui va faire la différence, c'est votre positionnement. C'est votre positionnement, votre contenu, votre personal branding qui va faire que vous allez avoir du crédit. Donc, première chose, on est nous-mêmes. On se débarrasse de tous ces complexes, de toutes ces pensées négatives, de toutes ces choses qui font que on a l'impression de ne jamais avoir assez, de jamais être assez. En révélant votre singularité. Donc, alors, comment on la connaît? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez découvrir en accompagnement, justement. En assumant pleinement ses convictions. Donc, c'est quoi vos convictions? C'est quoi les choses qui vous font avoir des coups de gueule, mais aussi des coups de joie? Qu'est-ce que vous défendez? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et diffuser sa marque unique, distinctive, remarquable. Donc ça, on va voir. Donc, c'est donc en distinguant savoir-faire, donc ce que vous savez faire, savoir-être, qui vous êtes, et le faire savoir. Savoir-être et faire savoir allant de pair, et le faire savoir, ça va être la transpiration de votre personal branding. Encore une fois, le personal branding, la marque, c'est ce qu'on dit de vous quand vous avez le dos tourné. Donc, pour qu'on parle de vous, il faut que vous ayez pu faire des actions qui font savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Et là, arrive le syndrome de je n'aime pas parler de moi et j'en ai pas du tout envie. En fait, je n'y vois pas d'intérêt. Je ne me sens pas intéressante et je n'ai rien à raconter. Donc ça, c'est les freins du personal branding. C'est les croyances de la peur du regard du jugement, la victimisation et le syndrome de l'imposteur. Donc ça, c'est on va dire les 3 gros freins récurrents au personal branding et aussi du coup au mindset positif que vous devez avoir quand vous faites votre personal branding. Donc, la première chose, ça va être le syndrome de l'imposteur. Je ne me sens pas légitime, je n'ai pas assez d'expérience, j'ai de l'expérience, mais pas assez de certification. Et quand vous avez des certifications, vous n'avez pas assez de recommandations clients. Et quand vous avez des recommandations clients, je ne suis pas vraiment expert dans mon domaine, même si j'ai des certifications, des expériences, des recos. Votre mental ira toujours trouver un moyen de vous, entre guillemets, pas vous rabaisser, mais en tout cas vous garder dans votre zone de confort et de vous faire non pas passer à l'action, en fait. Pareil pour la victimisation. Je ne me développe pas assez car je n'ai pas assez ou je ne suis pas assez. Je n'y peux rien, ce n'est pas moi, c'est le marché qui veut ça, c'est le Covid, c'est la vie qui est dure et mon mec m'a quitté et on est trop nombreux et voilà. Et ça, c'est des phrases, je ne les ai pas inventées, hein, je les ai recueillies comme je cueille des fleurs sur une pelouse. C'est des choses que j'entends régulièrement et j'avais même fait un sondage sur Insta auprès de mon audience. C'est quoi vos croyances limitantes en termes de victimisation? Et les croyances limitantes, évidemment, c'est je me fais croire à des choses qui deviennent des vérités, à partir desquelles je construis mon système de pensée. Et du coup, j'imagine qu'il faut par exemple du réseau, il faut avoir confiance en soi, il faut de l'argent pour se développer, il ne faut pas être timide pour faire ça. Donc tout ça, je peux vous les balayer en moins de 2. Karate Kid sur il faut du réseau, Karate Kid sur il faut avoir confiance en soi, Karate Kid sur il faut de l'argent pour se développer et il ne faut pas être timide pour faire ça. Ça, ce sont des croyances. Il n'y a rien d'impossible, tout est modifiable. Ce qui va vous différencier aussi, c'est évidemment l'expérience que vous allez promettre à vos prospects. Et donc, de là, c'est en quoi vous êtes différent. Donc, en quoi vous êtes différent. Si demain, vous êtes éleveur de chèvres, donc comme moi, là, sur cette photo, si vous élevez des chèvres dans le Vercors, qu'est-ce qui va être le fil conducteur, votre talent inné? Je parlais de super pouvoir, je parlais de zone de génie, je parlais de singularité. Qu'est-ce qui va en fait rester le fil rouge? Posez-vous vraiment cette question. Donc, ça ne va pas être votre diplôme, ça va pas être vos diplômes. Hein. On parle de vous changer complètement de vie. Ça ne va pas être votre diplôme. Ça ne va pas être donc les prix que vous avez pu recevoir. Ça ne va pas être les expériences dans certaines boîtes que vous avez eues ou les langues que vous parlez. Ah, peut-être les langues que vous savez parler, mais bon, quelque chose que vous seul faites hyper instinctivement. Naturellement, encore une fois, ça serait péché de le faire facturer, tellement c'est facile, mais que ça peut aider des milliers de personnes. Donc ça, c'est une vraie chose. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir baser votre expérience, l'expérience que vous allez faire vivre à vos clients. Je ne sais pas s'il y a des UX designers dans l'audience aujourd'hui, mais UX designer, on parle évidemment d'expérience client et d'expérience utilisateur.
Expérience client, c'est plus lié à la marque, mais je trouve qu'il y a vraiment un lien fin parce qu'un utilisateur, un consommateur, un client, ça reste en vérité une seule personne. C'est juste qu'il y a différents rôles et elle interagit avec différentes choses. Et en fait, c'est vraiment quel est le fil conducteur que vous allez faire vivre en fait. C'est quoi votre truc? Donc, ça va être évidemment selon la création de contenu qui raconte qui vous êtes, selon vos règles, définir son cadre d'intervention et réinventer son métier selon votre vision. Donc, voilà, vous allez exprimer ça. Ça va être mettre en évidence sa singularité, son petit supplément d'âme, comme on pourrait le dire dans la chanson, donc, et puis sans modération. Donc, franchement, sentez-vous libre. Plus vous serez vous-même, plus vous allez ressortir. Et évidemment, vous aurez des trolls, mais vous aurez aussi plein de love et plein d'engagement parce qu'il y a plein de gens qui attendent des gens comme vous, en fait. Parce que la marque va créer des émotions et va créer de l'engagement. Parce que même un troll qui va avoir des émotions de genre quelle idiote celle-là, par exemple, donc émotion de colère, on va dire, ou d'agacement, il va créer de l'engagement malgré tout. Il ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que moi, je lui fais un gros bisou au troll, parce qu'il crée de l'engagement. Et ce que j'aime bien dire, c'est qu'une marque, ça marque. Et eux, ils l'ont bien compris. Par exemple, Justine Hutto, là, je vous ai mis tous les logos d'entreprise avec leurs représentants, donc leurs ambassadeurs, avec et eux, ils ont à chaque fois un personal branding super fort. Par exemple, Justine Hutto, on se connecte, on se dit, cette nana, elle est dynamique, elle est fraîche, elle a de la joie. Pauline Legnaud, elle est sérieuse, elle est chic, j'adore ce qu'elle dégage, elle est smart. Anthony Bourbon, à chaque fois qu'il prend la parole, il m'envoie de la puissance par son histoire, parce qu'il parle souvent de courage, de résilience. Stéphane Palazza, lui, il a réinventé l'image de l'immobilier. Après, on aime, on n'aime pas, mais ce mec-là, il est accessible et il est drôle. Anthony Robbins, si on part outre-Atlantique, puissant et sans détour. Et Oprah Winfrey, qui éveille par son histoire et par ses émissions, par toute son entreprise et sa success story, de l'espoir et de la réussite. Donc, toutes ces personnes-là, elles évoquent quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez évoquer? Et c'est possible. Peu importe le métier que vous faites, peu importe qu'il y ait des milliers de personnes, c'est possible. Qu'est-ce que vous voulez dégager? C'est juste qu'il faut aller au fond de vous, dégager ce qu'il y a d'important, vos convictions, vos valeurs, votre vraie vision. Parce que pour ça, tout ça, ça marche avec plusieurs leviers. Donc, 7 leviers d'émotion. C'est votre histoire, votre vision, votre mission, encore une fois, votre singularité, votre personnalité, vos valeurs et votre promesse. Et à ça, on combine. Donc, histoire, c'est du storytelling. La vision, c'est quelle ambition vous avez pour vous. La mission, comment vous vous définissez en termes de déclaration, de manifesto. Tout ça, ce sont évidemment des termes, vous allez me dire, c'est des termes marketing. Oui, mais ce sont des termes de marque qui vont faire que vous allez émerger. Singularité, votre pouvoir, donc votre super pouvoir, votre zone de génie, moi je l'appelle singularité. Votre personnalité, donc ça va être vos couleurs que vous allez reprendre. Vous n'êtes plus neutre, vous n'êtes plus grège. C'est une expression que j'utilise plutôt. Est-ce que tu es grège? Non, tu n'es pas grège. Tu es quoi comme couleur? C'est quoi vos couleurs? C'est quoi vos valeurs? Et c'est quoi votre promesse? Quel est le message que vous faites passer? Qu'est-ce que vous avez envie de promettre donc, à votre audience? Donc, encore une fois, c'est d'où venez-vous pour l'histoire? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Qu'avez-vous retenu de vos expériences? Que voulez-vous transmettre? J'accélère un petit peu, je sais qu'on a encore un peu de slides, un peu de temps. Vision, où voulez-vous aller? C'est quoi, en fait, qu'est-ce que vous avez envie comment vous avez envie de presque vous positionner par rapport à votre métier et qu'est-ce que vous avez envie d'en faire en fait? C'est quoi votre ultime ambition? Pareil pour la mission. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour? Je vous demandais qu'est-ce qui vous motive de vous lever à 7 h du matin en dehors de l'aspect financier 1-1. Qu'est-ce qui vous donne du sens en fait? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous dit j'y crois, j'ai envie, j'ai envie? Après, auprès de qui vous vous engagez et au nom de quoi vous travaillez? Et ensuite, on va parler de valeurs. Avec quoi vous êtes aligné? Qu'est-ce qui, en fait, définit toutes vos prises de décision? Qu'est-ce que vous pouvez sincèrement justifier? C'est quoi votre camp de valeurs? Les camps de valeurs, c'est les gens avec qui vous allez retrouver des valeurs alignées, avec qui vous allez vous retrouver. C'est quoi votre camp de valeurs? Je vous invite vraiment à vous poser ces questions parce que c'est tellement, tellement important en personal branding de se demander mais pourquoi je me bats? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me révolte? Qu'est-ce qui me crée de la joie?
Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et oui, ça demande un peu de courage. Et du courage naît la confiance en soi. Mais le courage, évidemment, il faut le trouver. Et le courage, souvent, on va aller le trouver quand on semble, enfin, quand on sent que c'est nécessaire, quand on a envie que le projet y marche, quand on s'est dit, ben voilà, j'ai tout misé dans ce projet, j'ai envie d'y aller. Et je sais que dans l'audience, il y a des gens, parce que je les connais, qui sont là et qui ont envie de croire encore à leur projet à fond et qui donnent tout. Et ils demandent tous les jours, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma vision, c'est quoi ma mission, pourquoi je me bats. Et c'est ça que vous devez vous poser comme question. C'est exactement, en tant que freelance, parfois, on a tendance, parfois, quand on se lance, et même parfois quand on est installé en freelance, on se dit, je suis juste une personne parmi tant d'autres. Non, vous n'êtes pas une personne parmi tant d'autres. Vous êtes unique et vous avez des valeurs, vous avez des convictions. C'est quoi les vôtres? C'est ça qu'il va falloir exprimer. Évidemment, votre singularité, qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres? Qu'est-ce qu'on retient de vous? C'est quoi votre truc? Si demain vous êtes boulanger, tout à l'heure je parlais d'éleveur de chèvres. Évidemment, encore une fois, ça va être votre personnalité sans filtre, votre personnalité sans artifice. Qu'est-ce qui manifeste votre énergie? Pourquoi on vous aime? Pourquoi on vous kiffe? Pourquoi vos amis vous kiffent? Dites-vous que vos clients, eh ben, ils vous kiffent. Partez de ce principe-là. Partez que vos prospects vous kiffent. Partez du principe que il n'y a personne qui vous en veut. Partez de ce principe-là. Qu'est-ce qu'on aime chez vous? Qu'est-ce qu'on aime chez vous? Évidemment, c'est votre promesse. Qu'est-ce que vous promettez à vos clients? Quel est le gage que vous promettez? Quel est le résultat? Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'avoir un produit en carton. Il ne s'agit pas de mentir sur ses compétences, mais surtout de promettre quelque chose à votre client. Qu'est-ce que vous lui livrez? Et comment vous allez lui dire, en fait? Alors, le personal branding, ce n'est pas comme le corporate branding, pour en faire moi-même, où on va parler de logo et de charte graphique. Là, votre logo, c'est votre tête, c'est votre visage. Et autour de ça, il va y avoir la voix, les types de langage, les sujets que vous allez aimer aborder, les symboles, vos symboles. Par exemple, si vous allez sur ma chaîne YouTube, je vais interroger Margot Klein, qui est une super coach business et qui me disait, moi, mes 3 symboles, ça a évolué avec le temps. C'était les cookies sans gluten à un moment, c'était le sport, enfin, je me souviens plus. Puis aujourd'hui, c'est les Rolex, c'est les chevaux et c'est, je sais plus le troisième, les belles voitures. Voilà. Et donc, c'est quoi vos symboles? Donc ça va être hyper important de les définir. Vos aspérités physiques, assumées, votre tonalité écrite, votre vocabulaire, comment vous parlez, vos goûts, vos activités, tout ça va constituer en fait des atouts, des assets que vous allez pouvoir activer de la même manière que lorsqu'on a une charte graphique, on va avoir des typos, on va avoir des couleurs, on va avoir un certain type d'iconographie, on va avoir une certaine manière de créer nos grilles, par exemple, et évidemment le logo en différentes versions. Et pour le personal branding, ça va être exactement pareil. Cumulé à tout ce qu'on a vu avant, parce qu'il ne s'agit pas juste d'être une personne, on parle de marque, ok? On parle de vision, on parle de mission, on parle de valeur, on parle de promesses, et donc tout ça confondu, ça crée un personal branding qui est puissant, qui est engageant, et avec qui on a envie de connecter. Derrière ça, les actions du personal branding qui vont vous servir, ça va être évidemment les réseaux sociaux. Le site internet qui va être incarné. J'insiste sur le mot incarné parce qu'il y a trop de personnes, alors peut-être pas chez les DA, mais sur beaucoup de métiers, parce que voilà, c'est pas leur job non plus et parfois mal conseillé malheureusement. Ils vont avoir juste un template avec leur nom et quelques photos d'eux. Ça suffit pas. C'est quoi votre personnalité qui doit transpirer dans votre site internet, votre identité, votre fiche Malte aussi. Votre pitch oral, votre podcast, blog, livre blanc, tout ça, ce sont des actions possibles. Encore une fois, elles ne vont prendre comme une mayonnaise si vous vous êtes posé les bonnes questions, comme on a vu en amont. Votre singularité, vos valeurs, votre message, votre vision, votre pitch, c'est quoi? Donc ça, c'est un exercice que je vous demanderai de faire chez vous parce que je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment le temps de le faire ensemble, malheureusement.
C'est comment vous parlez de votre business en tant qu'expert à votre meilleur ami. Donc déjà avec un langage que tout le monde comprend, parce que le jargon professionnel, ça fait partie aussi de votre personal business. Si vous ne voulez pas connecter avec les gens, vous leur parlez avec un jargon que personne ne comprend. Ça marchera très bien. Seulement si vous avez vraiment envie de connecter avec les gens, donc dans votre post, dans vos podcasts, dans votre contenu Insta, eh ben, il va être nécessaire de vous adapter à Madame Michu qui ne sait pas ce que vous faites alors qu'elle a besoin de vous. Donc, pensez à 3 colonnes. Besoin, solution, ressenti, émotion et réalité, vie ma vie 2. Essayez de construire un post autour de ça et racontez votre business à votre meilleur ami en tant qu'expert en faisant ces 3 colonnes. Vous voyez quel mot ressort. Et ça, vous allez pouvoir construire un post qui va être engageant et qui va être beaucoup plus personnel que de dire bon ben j'ai vu cet article sur Influencia, ça m'intéresse, ou j'ai vu ça qui se passe, je ne suis pas d'accord. Et ensuite, je vais vous parler également de ce que moi je propose. Parce que, en fait, dans l'accompagnement que je propose, je m'adresse essentiellement aux personnes qui n'aiment pas parler d'elles et qui, souvent, vont porter un masque. Donc, le masque de l'inconnu-preneur, c'est « je n'ai pas besoin, je ne trouve pas ça intéressant de parler de moi, je vois pas ce que je pourrais apporter, c'est ma boîte qui est intéressante, pas moi, c'est mon service qui est intéressant, pas moi ». Donc ça, c'est le masque derrière le masque. Donc derrière, il va falloir rebooter votre mindset. Donc assumer son identité au-delà de ses compétences. Ne pas chercher à impacter, mais à être généreux, donc apporter de la valeur. Se recentrer sur sa mission et sa contribution. Qu'est-ce que vous allez apporter, encore une fois. Quand vous faites un post LinkedIn, c'est une action qui n'est pas anodine en fait. Vous dites bonjour à des millions de personnes. Vous n'en avez peut-être pas forcément, vous vous en rendez pas forcément compte, mais c'est l'impact que ça a. Donc, c'est pas en parlant fort que ça va marcher. Par contre, c'est en parlant juste. Qu'est-ce que vous allez raconter de différent qui viennent de vous et qui va faire écho dans le cœur et la tête d'autres personnes. Et c'est ça, en fait, qui va faire que vous allez ressortir. Ça, avec des actions récurrentes, vont construire votre personal branding. Par contre, évidemment, il est hyper important d'aligner son mindset. Donc, se recentrer sur sa mission et sa contribution. Je vends, donc je sers. C'est pas genre je vends, donc j'arnaque, ou je vends, donc je ne sers pas mon client. Beaucoup de personnes imaginent que se vendre, entre guillemets, ou s'exposer, c'est faire de la publicité. Donc, et comme la publicité a eu souvent une mauvaise réputation d'arnaque, tout simplement, on a l'impression qu'on associe se vendre à arnaque. Alors qu'en fait, se vendre, c'est servir et c'est être devant son prospect pour qu'il puisse vous identifier comme la solution. C'est simplement être devant ses yeux pour qu'il n'ait pas à vous chercher. Ce n'est pas le prospect qui doit vous chercher et vous trouver, c'est à vous d'être devant ses yeux. Donc, de connaître où il se trouve, donc de connaître son avatar client et de savoir comment il pense pour pouvoir identifier ses besoins et se dire oui, j'ai la solution pour cette personne, je vais être devant ses yeux. Ne pas chercher à impacter, mais à être généreux. Donc ça, c'est l'écueil de l'ego. On va souvent, parfois, chercher à impacter les esprits, à marquer. Cherchez d'abord à contribuer, à apporter de la valeur. Donner de la valeur, c'est d'abord s'en donner et c'est ce que les gens vont vous rendre en fait. Le fait que vous allez leur rendre, donner une réflexion ou partager des astuces, c'est ça qu'ils vont retenir. C'est pas le fait que vous avez été un grand orateur ou hyper inspirant. Non, ils vont vous trouver inspirant parce que vous les aurez aidés en fait. Vous aurez débloqué quelque chose chez eux. Donc, ne gardez pas votre savoir pour vous. Si vous êtes un expert, montrez votre expertise déjà en donnant en fait. Assumer son identité au-delà de ses compétences. Donc, c'est je suis une marque et pas un produit. Encore une fois, vous n'êtes pas qu'un service. Vous n'êtes pas votre entreprise, vous n'êtes pas uniquement une liste de produits ou d'offres, vous êtes une marque. Et on l'a vu tout à l'heure, la différence entre boire du Jean et boire du Coca-Cola, c'est le même produit. Et ça se trouve, le Jean, c'est super bon. Hein. Ça se trouve, tu mets une rondelle de citron dessus, tu le vends 5 €, la personne, elle grille rien au bar. Mais, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Quand tu vas au supermarché, tu achètes du cola, Coca-Cola. Tu n'achètes pas du Jean.
À moins que tu aies vraiment, vraiment 3 centimes sur toi, mais malheureusement, ce n'est pas forcément ces clients-là que tu as envie d'attirer. Toi, tu as envie plutôt d'avoir la personne qui a au moins 3 euros de budget pour sa bouteille de coca. Donc, ma méthode, ça va être libérer, révéler et bâtir. Libérer déjà son mindset, donc savoir raconter son histoire avec bienveillance, faire la paix avec toutes ses failles, casser ses croyances, aimer toutes ses facettes. Sans ça, c'est hyper difficile de faire émerger même de la singularité et de bâtir une marque parce qu'elle sera bâtie sur des croyances, sur de je m'aime pas ou je suis pas assez ou il me faut. Ensuite, une fois qu'on aura fait le ménage et conscientisé surtout tout ça, on va travailler sur la révélation de ta singularité, ce qui est enfoui, ce que tu n'arrives pas à voir. Et je pense que peut-être que tu auras envie de te poser la question, peut-être un long moment après ce webinaire. C'est hyper dur de le faire seul. J'ai essayé plusieurs années, je me suis cassé la tête et je me suis cassé la tête contre les murs parce qu'on revient toujours au schéma de il y a quoi dans mon CV que je peux faire, que je peux révéler. Or, la réponse, elle n'est pas dans ton CV. Donc, c'est faire émerger ton unicité, la définir pour mieux la communiquer, la formuler de manière à ce qu'elle parle aux autres. C'est pas la garder pour soi, pour juste me dire « Ah, je suis géniale, je suis singulière et je suis unique », mais pouvoir la relier à ton activité. Et à partir de là, on va définir ton discours, ton système, ta plateforme de marque et établir un plan d'action stratégique. Où est ton client idéal? Quelle plateforme te correspond? Où est-ce qu'il est et à quel rythme tu dois être présent? Voilà, donc c'est terminé. Je crois que j'ai respecté le timing, il est 1 heure. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je suis très active, aussi sur LinkedIn et j'ai une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, j'ai une émission qui s'appelle T'es unique où j'invite des entrepreneurs avec un personal branding puissant, fort, à partager voilà, ce qui les rend si uniques. Et vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter, je serais ravie de vous communiquer mes news. Et en termes d'accompagnement, sachez que cet accompagnement est finançable par les OPCO. Donc, ça veut dire que c'est comme une formation. Et ça, vous pouvez m'écrire et on pourra regarder ensemble ce qui est possible. Je vous remercie beaucoup. J'arrête le partage. Et si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir. On a reçu pas mal de questions. Merci beaucoup, Lucie. C'était un grand succès, cette Malte Academy. On a eu beaucoup de participants et pas mal de questions. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez commencé à noter les questions pour justement qu'on puisse prioriser. Est-ce que tu souhaites les lire ou est-ce que tu souhaites que moi, je te les lise? Je veux bien que tu me les lises parce que du coup, j'ai perdu le fil. J'ai juste mis mon Insta sur le feed. Parce que c'est la plateforme où je partage le plus de valeur. Donc voilà, merci beaucoup. Hein, c'est cool si ça vous a donné des envies. Donc voilà. Alors, il y avait une première question. Comment sortir de ce statut d'inconnu preneur? Donc ça, c'était Simon. Et il y a eu pas mal de likes sur cette question. Donc, je pense que c'est un sujet qui intéresse. Ouais, alors l'inconnu preneur, c'est déjà en le conscientisant. Si vous vous êtes reconnu dedans, c'est avoir. En fait, il va pas y avoir de recette miracle. Il va y avoir surtout un gros travail sur ses croyances, sur identifier quels sont tes blocages, identifier quelles sont les pensées. Tes pensées négatives qui te font naître des émotions pas cool et qui vont naître des actions contre-productives, voire des non-actions, genre procrastination, et qui vont t'amener à un résultat zéro. Et ça, c'est un peu le cheminement. Pensée, émotion, action, résultat. Ça, c'est un schéma qui est assez connu, mais qui fonctionne et déjà identifie. Tu peux noter sur un carnet. Moi, je sais que, par exemple, avec mes clients que j'accompagne, à un moment donné, je leur propose il y a un tableau qui s'appelle le tableau des émotions que je leur communique, qui va de l'émotion plus, donc l'émotion amour, jusqu'à l'émotion neutre, donc en gradation, qui est le courage ou la neutralité, jusqu'à tout en bas. Et tout en bas, tenez-vous bien, la pire émotion qu'on peut avoir, c'est la honte. Et la honte, quand tu as ressenti ça sur l'échelle, c'est tout en bas. Donc, tu peux toujours ressentir plus, tu vois. Donc, en fait, déjà identifier ce que tu ressens à l'idée de t'exposer. Et ensuite,
qu'est-ce que tu peux faire pour ressentir une émotion supérieure? Tu vois, quel type d'action tu peux faire? Est-ce que tu peux faire peut-être des choses qui te font peur, en fait? Quelles sont les choses que tu n'as jamais osé faire? Peut-être envoyer des emails sur LinkedIn, changer ta photo de profil un peu plus drôle sur Malte, avoir un titre un peu plus déconnant, tu vois, et tenter, en fait. Il n'y a pas de recette miracle à part de au moins trouver le courage. Et évidemment, si tu n'arrives pas à le faire seul, ben, évidemment, moi, je fais un programme d'accompagnement, mais fais-toi aider, fais-toi accompagner. Merci. Alors, une seconde question. Alors, c'est Anne-Sophie. Comment définir son client idéal lorsque la base de sa clientèle est très large? Donc, elle donne l'exemple, elle doit travailler dans la conception de sites web. Ok, d'accord. Alors déjà, tu vas te poser la question, il y a plusieurs choses. Je ne sais pas quel est ton niveau d'entrepreneuriat, si tu viens de te lancer ou si ça fait un moment que tu es lancé. Si tu n'es pas lancé, en fait, ben, tu vas un peu comme en UX, je ne sais pas si tu as déjà fait de l'UX ou tu vois ce que c'est. En fait, tu vas faire des entretiens et tu vas poser des questions. Tu vas poser des questions sur ben, qu'est-ce que les gens recherchent, de quoi ont-ils besoin. Et de là, tu vas pouvoir définir un avatar avec des besoins, avec une façon de penser. C'est quoi les interrogations? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? C'est quoi leur angoisse? Quand on se lance, même en tant que plombier et qu'on a envie de faire la différence, moi, j'ai rencontré des plombiers qui avaient des sites internet. Hein. Ils n'ont pas tous juste un numéro, pas juste un 06. Hein. Il y en a, ils fonctionnent qu'avec le 06 et le bottin. Mais tu en as plein aujourd'hui qu'on a un site internet et qu'on l'angoisse de ne pas être visible. Donc, eux, leur angoisse, c'est d'avoir un site clé en main. Est-ce que c'est ça, les personnes que tu as envie de servir? Donc, c'est qui tu as envie de servir, qui tu as envie d'aider. Là, c'est toi. Et ensuite, d'aller voir ces personnes et de leur poser plein de questions sur leurs angoisses, sur ce qu'ils recherchent, sur quel type de service ils veulent, c'est quoi le résultat, l'effet, le résultat escompté d'une prestation, qu'est-ce qu'ils recherchent, tu vois. Et tout ça va t'amener, en fait, et quelle est en fait aussi l'angoisse qu'ils ont en fait. Ça va être, je suis pas visible, pas de SEO, pas d'appel entrant. Ça va être des choses assez classiques, mais cuisine-les. Cuisine tes prospects. Si tu n'as pas de prospects, évidemment, il va falloir y aller from scratch, depuis le début. Donc, tu vas te lancer, tu vas faire une bouteille à la mer et à partir du contenu que tu vas commencer à produire, tu vas commencer à avoir des billes. Déjà sur les gens qui vont liker. Les gens qui vont liker, tu peux aller leur poser des questions. J'ai vu que tu avais bien aimé mon post. Excuse-moi, je viens de me lancer. Je peux te poser 2-3 questions. Les gens aiment bien, en fait. Quand c'est, tu sais, en vérité, les gens aiment servir. Les gens aiment servir à partir du moment où ils sentent qu'ils sont utiles. Évidemment, il y a plein de gens qui vont te dire j'ai pas le temps, mais il y aura aussi des gens qui vont revenir vers toi en te disant ouais, ok, ben, pas de souci. Et ça va faire écho à leur expérience quand ils se sont lancés eux-mêmes ou quand ils étaient en recherche d'emploi. Tu vois. Donc, posez des questions, allez vers les gens, mettez votre timidité et votre ego de côté, parce que ça, évidemment, c'est ce qui va vous garder dans votre statut d'inconnu-preneur. L'inconnu-preneur, on pense qu'il n'a pas d'ego. En vérité, on en a tous un. C'est juste que son ego, en fait, le mène et il pense que tout le monde va le regarder dès qu'il va prendre un poste. Genre, il est au centre, le mec. Non, il n'est pas au centre. Il va juste faire un poste. La terre va continuer de rouler. Tout va tourner. En fait, c'est juste ton ego qui te fait naître des pensées de peur. Et un truc que j'avais déjà entendu et que je voulais vous communiquer, je voulais vous transmettre, que j'adore, c'est la peur frappe à ta porte, tu ouvres, il n'y a personne. Tu vois? Donc, retenez-vous ça, parce que si vous voulez vraiment sortir du syndrome d'inconnu-preneur, c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il faut être. Merci Lucie. Une autre question de Linji. Que représenter dans son portfolio, par exemple sur Malte, quand on n'a eu aucun client pour le moment? Comment on peut les rassurer au-delà des références salariées qu'on a pu avoir? Parce que bien sûr, les clients ont besoin de savoir où est-ce qu'ils mettent leur argent. Bien sûr. Alors, en fait, après, encore une fois, le personal branding, là, tu me parles de portfolio. Donc là, tu vires produit, là, Lydie. Tu vires produit. Rassure-les en ayant des prises de position sur ton métier. C'est quoi ta vision du métier? Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin à 7 heures? On est en novembre, il fait froid dehors. Qu'est-ce qui te donne envie d'aller en rendez-vous client? Qu'est-ce qui te donne envie de faire ce call à 9 heures en Zoom? Tu vois? En fait, il va falloir que tu parles de qui tu es et comment tu abordes le métier. Et ça va les rassurer parce que
on va se dire, cette nana, elle a des coronesses. Elle met son visage sur les réseaux, elle parle en tant qu'experte, elle a de l'audace. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est pas une nana en carton. Et ça va les rassurer. Les gens qui sont dans l'inconnupreneuriat et qui s'appuient sur leur portfolio, donc qui s'appuient sur un produit qu'ils vendent qui est de qualité, certainement, mais ils restent au même niveau que Jean-Jacques et Bernard, en fait. Par contre, toi, si tu n'as que ton portfolio ou que tu viens de démarrer en freelance, prends position. Muscle ton personal branding. Muscle ton personal branding. Il y a d'autres questions? Oui, pardon, j'arrivais pas à retirer le mute. Je vais juste ajouter une petite précision parce qu'on a eu pas mal de questions sur le replay. Alors en fait, le replay, si vous êtes arrivé en cours de route, il vous suffit d'attendre la fin de cette session, de rester sur cette page et le replay se lance automatiquement. Ou bien vous gardez le lien de cette page, vous revenez demain et pareil, en ouvrant la page, vous allez pouvoir regarder depuis le début cette formation. Alors, on a une autre question. Très intéressante, Anne-Sophie. Au-delà d'un accompagnement personnalisé, est-ce que Lucie, tu as de la lecture, des livres à recommander sur le syndrome de l'imposteur ou les croyances limitantes? Oui, alors là, attends, je réfléchis. Alors, il y a un livre. C'est un livre de poche, un roman. C'est bien pour. En fait, moi, comme vous l'avez compris, moi, je fais du développement personnel. Enfin, ma méthode injecte du développement personnel avec de la stratégie de marque. Donc, c'est travail sur soi pour que ça rejaillisse sur votre activité. Donc, je vais vous conseiller un livre si vous débutez en développement personnel qui est génial. C'est Kilomètre Zéro et de Mauden Kawa. Donc ça, c'est un bouquin que j'ai adoré. Ensuite, tous les livres de Lise Bourbeau, qui est une thérapeute québécoise. J'ai adoré Les 5 blessures de l'âme, j'ai adoré La puissance de l'acceptation. La puissance de l'acceptation est géniale parce qu'elle fait beaucoup naître des réflexions sur l'ego. Et ensuite, pardonnez-moi, je réfléchis. Il y a un livre que j'ai adoré aussi, que j'ai lu cet été. Alors ça, c'est un super bouquin. Ça s'appelle, je vais vous le mettre dans le chat. Alors, on a dit Lise Bourbeau. Donc, tous ces bouquins. Maude Nkawa, un super bouquin, ça s'appelle Kilomètre Zéro. C'est en poche et c'est génial. C'est un roman, mais en fait, ça reprend tous les concepts du dev perso. Et ensuite, il y a Unique de Alexandre Pachulski, qui est l'ex-cofondateur de Talentsoft. C'est une personne absolument hyper inspirante. J'ai eu la chance de l'interviewer pour T Unique. Donc, mon émission autour du personal branding, vous allez voir. Unique, c'est génial, c'est tout autour de la singularité. Alors là, si vous voulez vraiment vous plonger là-dedans sur la singularité, moi, j'ai Stabiloté. Je vous dis bien, je vais Stabiloté. Le bouquin, c'est une barrette. Il fait 300 pages. J'ai Stabilité peut-être 150 pages. C'était trop bien. Et il écrit super bien. Il est hyper fun parce que c'est un grand cinéphile, donc il fait plein de rapprochements avec des films et des séries. Donc, je vous le conseille. Voilà. Merci. Alors, on va continuer. On va prendre encore 3-4 questions. N'hésitez pas à continuer à voter justement pour les questions. Ça me permet de les sélectionner plus facilement. On avait une question super intéressante qui est revenue, il me semble, à plusieurs reprises. Donc là, c'était Nathalie. Est-ce qu'il est possible de développer 2 marques différentes sur 2 marchés distincts pour un même consultant? Alors, excellente question. En fait, il va falloir En fait, la marque, c'est toi. Donc, peu importe que tu es de ce que je comprends, tu es une slasheuse, toi. Donc, tu te positionnes en slasheuse. Si tu es une slasheuse, ça ne change rien à ta vision de la vie, ça ne change rien à ta vision des métiers, de tous tes métiers, ça ne change rien à tes missions, ça ne change rien à tes promesses, ça ne change rien. En fait, tu es juste un multipotentiel et ça, faut l'accepter et c'est super cool. Hein, je veux dire, top. Merci.
Autre question. Une question aussi super intéressante de Marie. Si on fait une reconversion professionnelle, donc par exemple, on travaille dans le tourisme et on se lance dans les médecines alternatives, est-ce qu'il faut recommencer à zéro sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'on tout simplement on explique à son audience ce nouveau choix de vie, cette nouvelle orientation? Alors, ben, en fait, c'est drôle parce que moi, j'en ai beaucoup des clients en reconversion. Et ben, non, il y a une fracture. On dit bonjour, vous m'avez connu en tant que, et aujourd'hui, je fais ça parce que ça me tient à cœur, parce que ça, j'ai envie de le faire, parce que j'y vois du sens. Et puis, ben, à très vite, quoi. Donc, et tu annonces, en fait, tu assumes ton passé, tu es OK avec ton histoire. Tu es OK avec ton histoire, c'est juste que ton histoire ne te définit pas, en fait. Passé n'égale pas présent ni futur. C'est juste. Bah voilà, hier, tu étais chez, je sais pas, AXA, je dis n'importe quoi, hein, je sais pas du tout ce que tu fais dans la vie. Tu étais chez AXA et aujourd'hui, ben voilà, tu fais du Reiki. Et c'est le cas d'une cliente d'ailleurs à qui je fais une bise de loin, qui bossait dans une grande boîte voilà, de distribution et qui aujourd'hui fait du Reiki. Et ben voilà, non, elle a annoncé quoi, elle a fracturé évidemment, donc voilà. Une question de Manuel. Est-ce qu'il faut coucher sur papier son storytelling, sa vision, et est-ce que tu conseilles de le montrer à d'autres personnes? Alors, vision et storytelling, déjà, c'est différent. On confond deux choses. La vision, c'est ta vision de toi, ce que tu veux, t'ambitionnes pour toi, en fait. Moi, ce que je fais, encore une fois, je fais du dev perso, hein. J'injecte du dev perso, je mets du dev perso dans ma méthode et dans ce que je transmets aux clients. Parce que sinon, si on pense que extérieur, encore une fois, la mayonnaise ne va pas prendre. Donc, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu ambitionnes? C'est quoi ce que tu ambitionnes pour l'année 2022, en fait? Fais-toi un mood board, tu vois, un vision board, tu vois. Quels sont les succès que tu as envie de vivre? Combien d'argent tu as envie de faire? Avec qui tu as envie de vivre des moments? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de faire, encore une fois, une Malkat Academy? Est-ce que tu as envie qu'on parle de toi avec une audience grandissante sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as envie, j'en sais rien, moi, de péter le plafond auto-entrepreneur et de faire 90 000? Je ne sais pas. C'est quoi? Quels sont tes rêves? Une question d'Aurélien. Quand tu as parlé plusieurs fois de funnel, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ah oui, pardon. Alors, le funnel, ça, c'est un langage d'infopreneur et j'en fais partie. Je fais de l'infoprenariat maintenant. Donc, je vais revenir sur la définition de slasher. Slasher, c'est quand tu as plusieurs casquettes, hein, plusieurs métiers, c'est-à-dire, je sais pas moi, tu fais du bien-être et en même temps, tu es formateur pour WordPress. Je dis n'importe quoi. Donc, slash, c'est la barre sur ton clavier, c'est le slash. Donc, c'est un terme que tu retrouveras, c'est le slasher. Et la question juste après, c'était funnel. Alors, le funnel, en fait, quand on vend de la formation, de l'info et de l'information. Donc, tu deviens un infopreneur. Donc, vous allez taper infopreneur sur Internet et les infopreneurs, ça va être de la formation en ligne, en pack, vendue en pack avec souvent des systèmes de vente où le client, il arrive, il va s'inscrire, tu vas lui donner, tu vas donner ton mail, hein, par exemple. On va te proposer un petit e-book gratuit que tu vas recevoir par mail. Et puis derrière, tu seras affilié à tout plein de mails, tu vois. Et comment tu veux recevoir la super formation qui va faire que tout le monde va te connaître dans ton secteur? Donc, tu rentres ton email, tu reçois un mail de confirmation. Ensuite, cette même personne, donc cet infopreneur, va te relancer avec à chaque fois des ventes de produits qu'il va proposer. Et donc, tu vas cliquer et donc, souvent, c'est avec des systèmes type funnel, ClickFunnels ou System.io, je vais le mettre, hein, ClickFunnels ou System.io. Et en fait, ça va vous emmener en fait sur ce qu'on appelle un tunnel de vente. C'est une étape après l'autre va t'amener en fait à la transaction. Et en principe, les transactions sont hyper simples à faire. Avec ta carte bleue, tu as payé en 3 clics. Enfin, voilà. Et ce qui va faire qu'en fait, tu peux vendre de ta formation en ligne. C'est juste que ces funnels sont parfois mal utilisés, designés par des gens qui ne savent pas faire du design graphique et très, on va dire, un côté un peu putaclic. J'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu ça, tu vois, genre avec des gros boutons, tu vois, genre, ça va être ça souvent. Donc,
Donc, ça ne donne pas forcément envie, mais c'est très efficace. C'est des choses qui sont hyper utilisées dans l'infoprenariat, beaucoup moins dans le monde du freelance classique, mais par contre, dans le monde de l'infoprenariat, on va dire que c'est une norme et que le système du funnel, donc depuis le moment où tu as rentré ton mail pour recevoir un élément gratuit jusqu'à la fin où tu vas devenir client, on va pas te lâcher, on va t'envoyer des mails de relance et des informations gratuites ou des mails inspirants parfois, tu vois, un peu comme une newsletter. Donc voilà, mais après c'est très efficace. C'est juste que voilà, ça donne pas forcément toujours envie, mais c'est très efficace. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive quasiment à la fin des questions. Alors, on avait une question, Lucie, pour toi, mais bien sûr, c'est ton contenu, tu es libre de faire comme tu le souhaites. Certaines personnes auraient aimé avoir accès à tes slides. Est-ce que tu les partages ou ça, c'est… Non, je vais les garder. Par contre, vous aurez le replay et ça sera voilà, exactement. OK. Donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Encore une fois, je suis surtout active sur Instagram, Lucie Lebaz Branding, et puis vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Il n'y a pas de funnel, c'est juste une newsletter. Donc vous aurez de mes nouvelles à ce niveau-là. Mais voilà, et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, l'accompagnement, ce que ça implique, les différentes formules, n'hésitez pas à venir. Je serai ravie d'y répondre. Merci Lucie. Il y a juste une petite dernière question. Est-ce que le personal branding est-il plus applicable pour des missions de coaching que pour des missions de consultant, par exemple, sur du pilotage de projet? Non, ça marche pour tout le personal branding, pour tous les entrepreneurs. On l'a vu tout à l'heure avec Pauline Legnaud, on l'a vu avec Anthony Bourdon, on l'a vu avec Stéphane Plesda. Ce sont tous des super entrepreneurs à succès, certes, mais qui ont un personal branding méga fort. Et tous mes clients ont un personal branding à la fin méga fort. Une fois qu'ils sont passés par l'accompagnement, ça pulse leur vente, ils se positionnent pas de la même manière. Ils ont beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus confiance en eux, beaucoup plus confiance en leurs valeurs. Ils ont beaucoup plus envie aussi d'investir sur eux et sur leurs projets, parce que l'inconnu-preneur aussi, il a du mal à investir sur lui, parce que comme il a du mal à s'accorder de la valeur, bah, il va passer que par des choses gratuites, et du coup, il va pédaler dans la semoule. Je le sais, je l'ai été. Donc, combien de e-books gratuits, moi, j'ai téléchargé et ils m'ont jamais rien aidé. En fait, c'est comme de passer devant une boulangerie quand tu es au régime. Ça te donne juste envie, tu vois. Donc, c'est juste, en plus, ça te renforce cette espèce de croyance un peu déprimante que c'est dur, hein, le freelance. Alors que non, ça peut avoir une autre dynamique, le freelance. C'est génial, le freelance. Donc, voilà. Encore une fois, merci beaucoup, Lucie, parce que je suis en train de lire même les commentaires sur le chat. Ils sont vraiment très, très bons. Donc, c'était une formation extrêmement inspirante. Elle tombait à pic. Je crois qu'elle a été très bénéfique pour beaucoup de personnes, beaucoup de freelances qui étaient présents ce matin. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour ce partage de connaissances, d'expériences, tout ce que tu nous as transmis. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas eu l'information, vous pourrez réaccéder à la formation de Lucie depuis le début, dès qu'on va terminer. Donc, dès qu'on termine ce webinaire, en mettant à jour cette page, le début va se relancer. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire pour conclure. Vraiment, n'hésite pas. Non, je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'adore parler avec les personnes dans ma communauté. J'ai une communauté qui est de proximité sur Insta. Je réponds toujours aux questions. Je suis toujours ouverte à donner un maximum de valeur pour pouvoir aider les gens s'ils ont besoin. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, on peut parler de l'accompagnement, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez juste besoin de questions, il n'y a aucun problème non plus. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Super, merci. Non, je suis vraiment ravie des commentaires. Donc, j'ai raté le prénom, mais je viens de lire. En tout cas, voilà, Valérie qui dit une des rares formations que j'ai appréciées. Donc, encore une fois, vraiment merci. Ça fait plaisir. Bonne journée à tous merci. et à toutes. Et puis, à très vite pour de nouvelles Malte Academy. Merci, Lucie. Merci, et à bientôt également. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.